De retour sur ce plateau, nous parlons du Hajj 2019. Effectivement, le président de la République a interpellé les responsables religieux en charge de cette activité chaque année en Guinée afin de pouvoir trouver des solutions à ce problème qui fatigue aujourd'hui les pèlerins guinéens en Arabie Saoudite. Le président de la République a en tout cas interpellé tous ses responsables pour en parler pendant 3 jours. Et voilà, je suis avec Aboubakar Sidiki Nabé, El Haj Aboubakar Sidiki Nabé, qui est aussi membre, qui travaille au niveau du secrétariat général aux affaires religieuses. Voilà, El Haj Nabé, aujourd'hui, ce problème, cette situation en tout cas, vous en avez longuement parlé. Vous avez parlé tout à l'heure à l'entame de l'arrivée du ministre de l'économie numérique qui a en tout cas accompagné le président de la République lors de cette concertation. Dites-nous un peu quel a été le message, en tout cas les apports de ce chef de département de l'économie numérique. Je vous remercie. L'intervention du ministre de l'économie numérique était principalement axée sur l'informatisation du Hajj. Si avant on écrivait les noms des gens de façon manuelle, l'innovation cette année, tout doit être informatisé et faire l'extension au niveau des régions administratives pour que les pèlerins guinéens, au lieu qu'ils se déplacent comme d'habitude, pour venir se faire inscrire, il y aura des déploiements, il y aura des logistiques au niveau de cette région d'abord, qui doit être d'ailleurs, comme l'a dit le président de la République, à la longue sur toute l'étendue du territoire national, mais cette année, les inscriptions peuvent se faire par voie informatique au niveau de cette région administrative. Donc, il a fait des démonstrations. Au lieu qu'il y ait des copinages ou de l'amateurisme ou des combines et autres, comme l'a dit son Excellence le président de la République, je crois qu'avec l'informatisation, il y aura moins de problèmes. Et le pèlerin sera auprès de son lieu d'inscription. Comme chaque préfecture relève d'une région, la région la plus proche, le pèlerin pourra aller se faire inscrire et même se faire enrôler. Ah, d'accord. Se faire enrôler, c'est l'innovation cette année. Donc et les inscriptions, même les frais, le pèlerin pourra payer à partir de sa région. Et c'est le lieu de remercier le président de la République pour cette implication, parce qu'il aurait été d'autres présidents, il peut se dire, bon, le Hajj, ce n'est pas mon problème, mais comme il est proche de son peuple, c'est pourquoi il y a cette innovation pouvant faciliter le Hajj pour nos vieilles personnes. Et comme nous sommes dans un pays pauvre, les gens ne partent à la Mecque qu'étant vieux, il faut avoir un enfant qui grandisse et qui cherche de l'argent pour les envoyer. Pour les moyens pour pouvoir... Voilà, donc avec l'informatisation, je pense que, comme l'a dit même M. le Président de la République, le pèlerin, il faut qu'il soit programmé à l'instar des autres pays. Un mois à l'avance ou 3 semaines, qu'on te dise, bon, ton vol c'est le numéro tel, 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 et aujourd'hui tu dois partir. Donc ce n'est plus... Il ne faudrait plus que ça prenne du temps quand vous arrivez à Conakry, vous arrivez, vous attendez, vous êtes au inquiet. niveau du centre islamique de Donka pour qu'on puisse vous dire, voilà, vous êtes de quel convoi. De quel convoi. Voilà. Oui, mais est-ce que déjà, après ces assises, déjà, les démarches ont commencé? Est-ce que, en tout cas, au-delà de ces recommandations, il y a eu aussi d'autres aspects apportés pour améliorer le plus le Hajj en 2019? Les recommandations sont, à mon avis, de 2 ordres. Ceux qui doivent être faits immédiatement, c'est-à-dire le paiement de 16 milliards de francs aux autorités saoudiennes, le choix de l'avionneur et la fixation du prix immédiatement. Je pense que d'ici la fin de ce mois, à l'issue de ces concertations, il a été décidé que ces 3 éléments, ces 3 conditions doivent être réunies permettant de déclencher le processus de Hajj. D'abord, il faut connaître le prix, il faut connaître la date limite de paiement, du versement de l'argent, et faire le choix de l'avionneur, du transporteur, qui doit être communiqué aux autorités saoudiennes, pour que nous soyons au même pied d'égalité que les autres, pour avoir aussi des slots, comme dans le jargon aéronautique. Donc, il faut une programmation. À tel moment, tel avion doit venir, ainsi de suite, parce qu'il faut se dire, les pèlerins quittent de par le monde. Donc les 3, je pense que c'est les urgences qui sont sorties de cette assise pour pouvoir permettre à la Guinée
vraiment d'avoir moins de problèmes au niveau des pèlerins cette année. Alors, et au cours de ces assises également, le président, parce qu'il faut le rappeler que le pèlerinage est organisé par le secrétariat régional des affaires religieuses, qui est représentant du gouvernement en matière religieuse, et les agences privées. Donc, au cours de ces assises, il a été clairement défini le rôle des agences et le rôle de l'État. Parce qu'il faut faire aussi la promotion du secteur privé. D'accord. Et le président du comité d'appui, son Excellence M. Aboubacar Sylla, a rappelé qu'à la longue, qu'ils vont réfléchir sur la mise en place d'une éventuelle agence. Parce qu'ils sont en train de... Une agence nationale pour le pèlerinage. D'accord. Parce qu'il est revenu à tout moment sur ce facteur. Et M. le Président aussi en a fait cas au cours de son intervention, qui est devenue une directive pour les journées de concertation. Sinon, l'agenda était là. Mais comme vous le savez, le discours du président édifie toujours, oriente, qu'on le veuille ou pas, oriente. Donc ces orientations, nous avons vu clairement, toujours dans le souci d'améliorer les conditions du Hajj, de bon accomplissement du Hajj, on a parlé de cette agence. Alors vous pensez aujourd'hui que ces mesures entreprises seront respectées pour que cette année, finalement, le Guinéen puisse se frotter les mains par rapport au Hajj? Oui, je suis convaincu, parce qu'avec l'implication de Monsieur le Président de la République, cette année, je suis sûr que les pèlerins peuvent bien accomplir le pèlerinage. Dans la mesure où les recommandations qui ont été prises cette fois-ci doivent être appliquées. Parce qu'il y a plus de 7 ministres qui sont dans un comité interministériel et il y a un autre comité d'appui, plus le secrétaire général des affaires religieuses. Je pense que cette année, avec les orientations de M. le Président, ça va aller. Mais ce qui ne peut pas marcher tout de suite, c'est cette affaire d'agence nationale des pèlerinages. Parce que le temps presse. Ça va prendre du temps finalement. Oui, il faut créer le cadre, il faut des prérogatives et autres là. Mais moi, à mon humble avis, je souhaiterais que Monsieur le Président de la République accepte. C'est que cette année, avec le comité interministériel, le comité d'appui et plus le secrétariat, puisse rapidement régler tous les détails pour que le président de cette année se passe dans les bonnes conditions. Donc les autres maintenant, recommandations, comme réfléchir sur le mode de gestion et autres là, peuvent venir après. Voilà, Aboubacar Elhadj Aboubacar Sidiki Nabé, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Traoré, Lansana. Voilà, mesdames et messieurs, nous partons pour une transition. Juste après, on retrouve notre analyste de la soirée pour parler d'un autre sujet. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous en parlons, la reprise du procès du général Diendéré au Burkina Faso, les dessous, c'est dans cette émission Analyse. Et pour en parler, nous retrouvons notre analyste de toutes les soirées. Il s'agit d'Idrissa Condé. Bonsoir, monsieur Condé. Bonsoir, mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui encore, disons, le procès relancé du général Diendéré. De quoi s'agit-il justement? Il vous souviendra que le général Diendéré avait justement commis un coup d'État, justement, parce que le président Blaise Compaoré, justement, a été saché du pouvoir par la pression populaire à Ouagadougou. Il est parti du palais Kossiam après une grande manifestation à Ouaga. Et la rue a finalement eu raison du président Blaise Compaoré après 27 ans, je crois, ou 29 ans, passé au pouvoir. Il était question, justement, de conduire une transition. Et le général Diendéré, justement, est arrivé par les armes avec ses troupes, justement. Et il a été malheureusement empêché dans ce élan-là par, justement, la pression de la CEDEAO, mais également par la pression de la communauté internationale. Et après, on a mis au Burkina Faso une transition démocratique qui a permis, justement, l'organisation des élections et l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré comme président de la République. Donc je pense que
Le mouvement Balai citoyen du Burkina Faso a joué un rôle très important dans le départ de Blaise Compaoré, mais du côté de Gilbert Diendéré, qui est tonton général de l'armée justement du Burkina Faso, et avec le général Djibril Bassolé, mais également les autres justement de l'armée burkinabé. Donc je pense qu'aujourd'hui dans la globalité institutionnelle, il est jugé pour justement ce coup d'État. Il y a des enregistrements téléphoniques justement qui ont été interceptés justement par le procureur général du Burkina Faso et qui a instruit ce dossier-là. Et le général Gilbert Diendéré passe devant un tribunal militaire oui. Qui va l'entendre parce qu'il relève des corps de l'armée. Et je pense qu'il va s'expliquer sur, justement parce qu'il y a une des passages de l'enregistrement où il dit qu'il a pris le pouvoir et qu'il a bien fait et qu'il ne sait pas si les autres vont le suivre, mais que lui déjà, il prend le pouvoir. Donc, n'eût été la pression de la communauté ouest-africaine, mais également de la communauté internationale, on n'aurait peut-être pas eu une transition démocratique au Burkina Faso, qui aurait permis justement l'organisation des élections présidentielles. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, Diendéré, qui, en tout cas, le procès qui est relancé, Gilbert Diendéré, le général, son procès est relancé parce que je crois que le projet avait déjà débuté, mais à un moment, il y a eu, disons, suspension des assises. Aujourd'hui, on parle d'identification, justement, de ces appels téléphoniques. Pendant ce temps, il y a même, disons, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne, quand même, qui est pointé du doigt dans cette affaire par rapport à ces appels téléphoniques. Et évidemment, il y a qui avait un roseau. Le président Blaise Compaoré, quand même, avait réussi justement à maintenir une certaine hégémonie au sein de l'armée burkinabé. Et il vous souviendra que le président Compaoré, d'ailleurs, est réfugié en Côte d'Ivoire parce que son épouse est ivoirienne. Et donc, il y a que vous prenez le général Djibril Bassolé, vous prenez Gilbert Diendéré, vous prenez Blaise Compaoré, il y avait un roseau et justement, on accuse également Guillaume Soro d'être un roseau avec Bassolé, avec Diendéré et on a toujours d'ailleurs accusé Guillaume Soro de se servir du Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il y a que ce procès permettra à la justice burkinabé de faire toute la lumière justement sur les cas de mort qui ont été enregistrés entre justement le passage, bref, de Diendéré et de sa troupe au pouvoir à Ouaga. Et je pense que ce procès permettra à la justice burkinabé de faire le procès de l'armée burkinabé. Parce qu'il vous souviendra que Thomas Sankara, justement, est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 83, il a renversé le président Zangoulé Lamizana, il est arrivé au pouvoir avec Blaise Compaoré, et 3 ans après, en 87, c'est Blaise Compaoré qui arrive au pouvoir suite également à un coup d'État contre Thomas Sankara, et il n'y a jamais eu de justice justement par rapport au décès de Thomas Sankara. La justice internationale, notamment la justice française, a ouvert une instruction sur le dossier du président Thomas Sankara. Je crois le petit frère du président Compaoré, mais également avait été justement inculpé dans ce procès-là. Donc il y a que l'armée burkinabé a l'habitude justement de prendre le pouvoir par coup d'État. On peut citer Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, mais également l'ancien Sanogo non, Sanogo c'est au Mali. Il y a eu un autre militaire à part Diendéré et qui est resté au pouvoir après le départ de Blaise. Donc l'armée du Burkina Faso a l'habitude justement de prendre le pouvoir par coup d'État. Et je pense que ce procès, s'il est fait à terme, il permettra justement d'élucider définitivement les responsabilités dans l'armée burkinabé et ça permettra de donner une leçon de morale à l'armée du Burkina Faso pour dire que la stabilité de l'État, la garantie de la démocratie est le travail fondamental justement des forces de défense et de sécurité et qu'en aucune hypothèse, une armée ne peut s'arroger justement les prérogatives exorbitantes de droit commun pour diriger un État. Seul le peuple est souverain et le peuple élit son président de la République. En tout cas, c'est très important. Nous marquons la deuxième pause dans cette émission. Juste après, nous revenons pour continuer le débat avec vous.